À Radio-Canada, vous regardez Adrénaline. Alors, en début d'émission, on a parlé de Formule 1. On peut dire qu'on s'est penché sur les problèmes des gens riches et célèbres. Mais bien sûr, avant de se rendre là, il y a toutes sortes d'étapes qu'on doit traverser. Un peu comme un jeune garçon qui joue au hockey et qui voudra atteindre la Ligue nationale ou une jeune fille qui joue au hockey et qui voudrait se rendre jusqu'aux Jeux olympiques. Ces jeunes devraient passer à travers toutes les ligues de développement avant même penser atteindre leurs rêves. Par contre, si ce même jeune veut justement un jour atteindre la Formule 1, eh bien là, s'il est canadien, maintenant, il a un grave problème. Parce que la filière Players, par où sont passés les grands champions, Villeneuve, Tagliani, Carpentier maintenant, eh bien cette filière, elle va s'éteindre à partir de l'an prochain. Aujourd'hui, on vous présente un documentaire, Force à l'abandon, qui raconte un peu cette histoire. Donc, l'histoire de jeunes garçons. Ils sont beaux, ils sont talentueux, mais ils n'ont pas tout. Ils manquent d'argent. La saison 2003 sera la dernière des monoplaces aux couleurs de Players dans la série kart, le plus haut échelon du sport automobile en Amérique du Nord. En raison du resserrement des lois canadiennes anti-tabac, Players devra mettre fin à une association qui avait débuté en 1995 avec l'écurie Forsyth. Pour les pilotes québécois Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani, la situation n'est pas si inquiétante puisqu'ils sont sous contrat avec l'écurie Forsyth et non avec Players. En revanche, le retrait définitif de Players signifiera que son programme de développement des pilotes par lequel sont passés plusieurs grands noms du sport automobile canadien est désormais chose du passé. Pour la relève, il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle et les jeunes pilotes les plus prometteurs ne peuvent espérer qu'une chose, que d'autres entreprises reprennent là où Players a été forcé de s'arrêter. Les années qui s'en viennent vont être des années très difficiles pour les pilotes québécois qui veulent accéder au niveau où moi et Alex, on est dans la série 4. Je crois que ça va être extrêmement difficile de percer en sport automobile au Québec et au Canada sans l'appui d'une filière comme celle de Players. Il va toujours avoir des pilotes qui vont se permettre, avec des fortunes de famille, des fortunes de mécènes, pour compétitionner. De là à avoir des pilotes qui vont se produire au niveau professionnel et au niveau international, je ne peux pas voir comment ça peut se faire sans l'avenue d'une filière importante comme Players avait. Non seulement Players soutenait des acteurs, mais aussi aidait en quelque sorte à mettre la table pour le championnat, pour le sport automobile au Canada. Et la perte d'un acteur aussi important du sport automobile se doit d'être inquiétante. C'est très, très dommage parce que ça a beaucoup aidé le sport automobile et le sport en général. Donc au Canada, ça a beaucoup aidé des jeunes sportifs. Et tout ça va disparaître, donc oui, c'est malheureux. L'ascension météorique de Jacques Villeneuve en Formule 1. La chance de Carpentier et Tagliani de courir avec une écurie de pointe en série kart. Tout cela est loin de correspondre à la dure réalité à laquelle doivent faire face les espoirs québécois du sport automobile. Les pilotes Bruno Saint-Jacques, Jean-François Veilleux et Marc-Antoine Camiran ont un point en commun. Ils n'ont presque pas couru lors de la saison 2002 et l'avenir ne s'annonce guère plus rose pour l'an prochain. Ce que j'aimerais, c'est de trouver un commanditaire québécois ou canadien pour éventuellement gagner le championnat de Formule Atlantique. Ça, c'est le prochain rêve que je vais réaliser.
Originaire de Saint-Léonard-d'Aston, près de Trois-Rivières, Marc-Antoine Camiran a bénéficié du soutien partiel de Players en 1998-99, alors qu'il disputait le championnat américain de Formule 2000. Âgé de 23 ans, Camiran est l'un des plus beaux talents du sport automobile au Québec. Pourtant, il court sporadiquement depuis 3 ans, soit depuis que Players a amorcé son retrait graduel. Malgré un solide palmarès qui compte un titre de champion en Formule 1600 et 2 titres de vice-champion en Formule 2000, il ne lui reste que le soutien inconditionnel des membres de sa famille et l'aide financière de quelques commanditaires locaux. Marc-Antoine, c'est un pilote pur. C'est un petit gars hyper naturel. Malheureusement, c'est pas le gars qui a le plus d'entre-gens. Il a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider, pour aller cogner aux portes. Je pense que Marc-Antoine se fie beaucoup sur son talent et sur ses résultats. Et puis, ce qui fait que ça ne fonctionne pas parce que faut pas vraiment s'attendre à ce que, parce qu'on gagne des courses, que les compagnies vont nous appeler pour nous commanditer ou pour nous emmener un niveau plus haut. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Moi, mon objectif ultime, c'est la Formule 1. Ça a toujours été la Formule 1 depuis que je suis petit. Ça a un petit quelque chose, un cachet spécial. C'est la Formule 1. C'est mondial. C'est le top niveau en course automobile. Même s'il n'a que 23 ans, Bruno Saint-Jacques de Boucherville possède déjà une feuille de route bien garnie. Après avoir tout raflé en karting, il a couru dans des disciplines aussi variées que la Formule 1600, la Formule Atlantique et la série Rolex Grand-Am. Depuis ses débuts en Formule Atlantique en l'an 2000, Bruno n'a disputé que 5 courses en 3 saisons dans cette catégorie, faute de budget. Depuis, il rêve de retourner en Formule Atlantique afin de poursuivre son ascension. Bruno, c'est la continuité, d'une certaine façon, de la belle époque de la course automobile. Son père, il faut le savoir, a été celui qui a fabriqué la première Formule Ford que Gilles Villeneuve a pilotée au fil des années. Il a été toujours impliqué, si on veut, d'une certaine façon, dans le sport automobile. Il est passé par le karting comme Marc-Antoine Camiran pour faire ses classes. Il est arrivé avec une voiture extrêmement bien préparée en Formule Ford. C'est un bonhomme qui a lui aussi énormément de talent, ça c'est certain, mais qui, lorsqu'il avait la chance de gagner le championnat canadien de Formule Ford, à ce moment-là, a un petit peu craqué sur la pression. Je l'ai vu piloter en karting. C'était un des seuls qui était en mesure de compétir, même battre Alex Tagliani en karting. Et puis, pas tout le monde peut faire ça. Alors, Bruno, je lève mon chapeau. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent. Âgé de 28 ans, Jean-François Veilleux s'est illustré dans toutes les catégories où il a couru, mais son histoire ressemble à celle des autres pilotes prometteurs de la province. Pas d'argent, pas de volant. Malgré le soutien partiel d'hommes d'affaires comme le président de l'agence publicitaire BCP, Yves Gougou, ou le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, cet ancien champion canadien de Formule 1600 n'a presque pas couru au cours des 3 dernières saisons. En 2001, il n'a disputé qu'une seule course dans la série Rolex Grand-Am. Le fait que tu n'as pas de volant, ça n'a absolument rien à voir avec tes capacités. C'est d'être à la bonne place, au bon moment, avec le bon sponsor, dans la bonne conjoncture économique. Je suis en amour avec le sport automobile. Je suis né avec ça, puis je vais mourir avec ça à l'intérieur de moi-même. Veilleux, c'est sans doute le plus, vous me permettrez l'expression, pitbull des pilotes. Il est très connecté à la réalité de la course automobile. Lui également, c'est un pilote de talent pour ce qui est de la maîtrise du volant. Mais une des forces de Jean-François, c'est son approche auprès des commanditaires. Il a beaucoup de mérite pour s'être rendu là où il a été. Comme la pétrolière Elf en France et la marque de cigarettes Marlboro en Europe l'avaient fait, Players a mis sur pied via son programme de développement des pilotes une filière visant à les aider à gravir les échelons. Jacques Villeneuve constitue sans doute la plus belle réussite de cette filière. En 1993, le fils du regretté Gilles Villeneuve dispute le championnat de Formule Atlantique sous les couleurs de Players avec l'écurie Forsyth Green. C'est le début de ce qu'on appellera la filière Players. Jacques Villeneuve termine la saison avec 5 victoires, se méritant ainsi le titre de recrue de l'année. L'année suivante, Jacques Villeneuve passe directement de la Formule Atlantique à la série kart sans passer par un championnat transitoire comme l'Indy Lights.
De toute évidence, la marche n'était pas trop haute, puisque Villeneuve gagne une course à sa première saison sur le circuit d'Elkhart Lake au Wisconsin. À la fin de la saison, il se mérite à nouveau le titre de recrue de l'année, mais le meilleur reste à venir. 1995 sera l'année de tous les succès pour Jacques Villeneuve. Après avoir remporté 4 courses, dont l'épreuve prestigieuse des 500 000 d'Indianapolis, il devient le plus jeune champion de l'histoire de la série kart. Le reste appartient à l'histoire. En 1996, Jacques Villeneuve fait ses débuts en Formule 1 avec l'écurie Williams-Renault. Vice-champion la première année, Villeneuve devient champion du monde à sa deuxième saison de Formule 1 en 1997. Je pense qu'on peut certainement affirmer que Players a été un déclencheur, a été le catalyseur qui a permis à Jacques de connaître cette ascension rapide. Players est allé le chercher au bon moment, justement, pour utiliser, en leur faveur, le nom Villeneuve, et c'est ce qui a pas mal sauvé sa carrière, j'ai l'impression. La seule raison que j'ai quitté le Japon, c'est justement parce qu'il y avait l'Indy, donc tout a été signé d'un coup. Je ne serais pas venu que pour faire l'Atlantique, ça c'est sûr, mais de pouvoir faire l'Indy, c'était un championnat très très important. Couronné de succès, l'association de Jacques Villeneuve et de Players contribue à donner une crédibilité instantanée à ce programme de développement des pilotes. Depuis 1993, Players a distribué des dizaines de millions de dollars à une vingtaine de jeunes pilotes canadiens, dont près de la moitié étaient des Québécois. Outre Villeneuve, Claude Bourbonnais, Bertrand Godin et Alexandre Tagliani sont passés par la filière Players. Il faut savoir qu'au début du programme de développement des pilotes Players, il y avait des pilotes qui étaient commandités par Players directement et qui roulaient dans des voitures Players en Atlantique, en Indy Light et du côté de la série kart, mais il y avait également des pilotes qui profitaient du programme de développement, à savoir ils avaient des combinaisons Players, mais couraient dans des séries avec des voitures à leur propre couleur. C'était le cas de Jean-François Veilleux, par exemple, avec Autopro, mais qui avait une combinaison Players en Formule Ford lorsqu'il a gagné le championnat. Et c'était toute une carte de visite pour ces jeunes pilotes de dire qu'on avait le support de Players. Ça les aidait à aller chercher d'autres commanditaires et ça leur donnait en même temps une très grande crédibilité. Aujourd'hui, les pilotes de la relève ne peuvent plus bénéficier du soutien, pas même partiel, de Players. Son partenaire en course automobile, l'écurie Forsythe, s'est retiré de la Formule Atlantique au terme de la saison 1999. Depuis, Players a amorcé son retrait progressif de la scène du sport automobile en limitant son implication à la série Kart FedEx, dans laquelle courent les Québécois Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani. Pour la relève, c'est donc le grand vide. Comme Bruno Saint-Jacques et Marc-Antoine Camiran, Jean-François Veilleux n'arrive plus à gravir les échelons. Après le karting, la Formule 1600 et la Formule Atlantique, Veilleux n'a plus les moyens de faire ses preuves et de cogner aux portes des séries professionnelles. Résigné, il a fini par lancer la serviette. J'ai 28 ans. Faut que la fenêtre, faut s'en rendre compte, la fenêtre est passée. Moi, courir avec des gentleman drivers puis faire du babysitting, ça m'intéresse pas. Ce que je veux faire, moi, c'est je veux être compétitif, je veux courir pour gagner dans les grosses séries. Et à l'âge que j'ai, il faut quand même être réaliste dans ce sens-là. Marc-Antoine Camiran tente par tous les moyens de rester en piste. En 2002, il a couru dans 2 catégories différentes. 3 courses dans la série American Le Mans, dont une au Grand Prix de Trois-Rivières et une course au volant d'une monoplace de la série Fran-Am au Molson Indy de Montréal. Camiran travaille sans relâche à réunir un budget pour courir l'an prochain. Je me dis, si je lâche, quelqu'un d'autre va prendre ma place. Regarde, il y a 2 mois, j'avais rien. Je suis pas censé courir à Trois-Rivières. En 2 semaines, ça a avancé plus qu'à 1 an. Bruno Saint-Jacques, lui, refuse de baisser les bras. Outre son talent, il peut également miser sur son jeune âge, de sorte qu'il espère toujours se faire une place au soleil. Par contre, il n'a participé qu'à une seule course en 2002 en Formule Atlantique, au Molson Indy de Montréal. Cette saison, c'était la seule course que je faisais. Puis lundi matin, on retourne au travail et essayer de trouver des commanditaires pour l'an prochain. Avec un outil de plus, étant donné que j'ai couru une course cette année en Formule Atlantique. On va se servir de cette visibilité-là pour nous aider un petit peu dans nos efforts. Faire 2-3 courses en Formule Atlantique, ça aboutit jamais à rien. Premièrement,
le pilote se loue une voiture qu'il ne connaît pas, une équipe qui en profite finalement pour retirer un peu plus d'argent pendant la fin de semaine. Alors souvent, il n'est pas aussi bien équipé, évidemment, qu'il n'est pas aussi bien équipé que le pilote qui est là à temps plein et puis avec les équipes de pointe. Alors oui, tu as des Marc-Antoine Caméra, tu as Bruno Saint-Jacques, tu as plusieurs, en fait, il y en a plusieurs candidats québécois qui ont réussi à aller au Grand Prix de Montréal parce qu'on est un événement important, aller au Grand Prix de Trois-Rivières parce que c'est important. Et puis, ils rêvent de bien faire et puis d'avoir une règle, comme on l'appelle, l'année qui suit, mais ça ne fonctionne pas. Souvent, ça ne fonctionne pas. Pour attirer l'attention des journalistes, attirer l'attention des promoteurs, l'attention des équipes, il faut dominer le championnat. C'est pas assez gagner de victoires sur 10 courses. Après avoir fait leur classe en karting et en Formule 1600, les jeunes pilotes d'ici rêvent tous de graduer en Formule Atlantique. Cependant, rares sont ceux qui y parviennent à cause des montants exorbitants qu'exigent les équipes pour leur louer un volant. Et encore, ceux qui y parviennent disputent plus souvent qu'autrement des courses ici et là, à la pièce, incapables de trouver l'argent requis pour une saison complète. On peut faire une relativement bonne saison de Formule Atlantique pour 5 à 600 000 canadiens, si on veut, mais les équipes de pointe vont dépenser 1,2 million US. Alors, en fait, la transformation, c'est près de 2 millions de dollars canadiens. Il faut dire que la course automobile, en général, n'est pas seulement qu'une question d'investissement au niveau du matériel utilisé en piste, mais également tout ce qui entoure la course automobile. Même si on parvient à réunir le budget nécessaire pour disputer une saison complète dans les meilleures conditions, le retour sur l'investissement est loin d'être garanti. Jadis considérée comme un passage obligé pour accéder aux plus hautes sphères du sport automobile, la Formule Atlantique est aujourd'hui en perte de vitesse. Bien que cette discipline se targue d'être le tremplin par excellence pour accéder à la série kart, son taux de réussite n'est guère reluisant. Parmi les champions des 10 dernières années, un seul a réussi à se mériter un volant régulier en kart. Il s'agit de Patrick Carpentier, couronné champion en 1996 après avoir réécrit le livre des records de la Formule Atlantique. Il n'y a plus beaucoup de séries de monoplaces qui donnent la chance de pratiquer, surtout de développer des qualités au niveau technique, comprendre les voitures. Et puis dans la série 4, il n'y a plus beaucoup d'essais. Donc les équipes sont de moins en moins tentées à aller chercher des pilotes qui n'ont pas beaucoup d'expérience pour connaître la voiture. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, puis j'en apprends chaque année. Donc les équipes vont être plus tentées à aller chercher des pilotes déjà établis pour maximiser le peu d'essais qu'ils ont. Fait que c'est très difficile. Puisque la Formule Atlantique n'est plus une garantie, je ne vois pas pourquoi on devrait consentir un tel budget. Le rapport, non pas qualité-prix, mais visibilité-prix de championnats comme l'Atlantique n'est pas bon, c'est beaucoup trop dispendieux. Puis forcément, on aime moins ça parce que ça pénalise nos talents québécois qui n'ont peut-être pas les moyens que d'autres riches jeunes Californiens ont. En Amérique du Nord surtout, il y a beaucoup de séries où la moitié du plateau sont des coureurs qui font du sport automobile en dilettante, qui sont là des individus fortunés, souvent qui n'aspirent pas à devenir coureurs professionnels. Ils sont dans la quarantaine avancée, puis ils courent parce que c'est leur passion. Mais quand bien que vous battriez tous ces gars-là, vous n'avez rien prouvé parce qu'elle a gagné, mais il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce qui fait que Gilles Villeneuve s'est fait remarquer par Enzo Ferrari? On parle de cette histoire d'amour entre Gilles et M. Ferrari. C'est aussi ses succès en Atlantique. Mais c'est non seulement le fait qu'il gagnait le championnat de Formule Atlantique, mais c'est le fait qu'il le gagnait en se frottant à des James Hunt, on se souviendra de ça, à des Vittorio Brambilla, je le disais tantôt à Didier Pironi, à Rosberg, à Bobby Rahal, à Kevin Cogan. Il y avait, peut-être que je vois ça avec la nostalgie de cette époque, Philippe, mais il y avait, je pense, la crème de la crème dans les pilotes montants européens, les pilotes montants américains. Il y avait des noms déjà établis. James Hunt, quand il courait en Atlantique, n'était pas un inconnu. C'est un bonhomme très hautement coté. Et de voir, je m'imagine M. Ferrari, de voir Gilles Villeneuve se frotter à ces bonhommes-là, leur tenir tête, puis les battre, bien, forcé de derrière comme ça, c'était il est bon ce gars-là. Alors que aujourd'hui, si la même histoire se répétait aujourd'hui, je dis oui, il a tout dominé en Atlantique, mais tu es obligé de te demander qui étaient ses rivaux. Qui as-tu battu pour arriver là?
plutôt que d'essayer de trouver des centaines de milliers de dollars, voire même millions, pour l'amener aux courses dans un championnat sans savoir si, en espérant qu'il fera bien, en espérant qu'on le remarque pendant qu'il le fasse bien et en espérant que ça se traduise par une offre de testing, je pense que j'essaierais plutôt de l'amener tester avec des gens sérieux, qu'une équipe sérieuse, et afin qu'on sache tout de suite qu'est-ce que ce bonhomme-là a dans le ventre. Parce qu'à la fin de la journée, c'est à ça que ça se résume. Ce qu'ils vont dire, c'est « Can he do the job or not? » Vous voulez courir en feu, vous voulez courir en carte, est-ce que vous pouvez tirer votre épingle du jeu? Et une bonne séance d'essai peut vous en dire plus long sur le bonhomme que peut-être 3 ans de compétition. En Amérique du Nord, toute l'attention et l'argent sont drainés par les 2 championnats majeurs de monoplace, la série Kart FedEx et sa grande rivale, l'Indy Racing League, ou IRL, qui a vu le jour en 1995. À l'ombre des séries de haut niveau, on assiste depuis une dizaine d'années à un déclin des séries de développement en monoplace, telles la Formule 2000 et la Formule Atlantique. Quant à l'Indy Lights, qui se voulait l'étape transitoire entre la Formule Atlantique et la série Kart, elle a disparu en 2001. Patrick Carpentier a connu les dernières années de la grande époque des séries de développement. Les séries étaient très populaires. Il y avait l'école à Richard Spinard en Ontario qui était super populaire. Il y avait les Sylvain Champoux, moi, Claude Bourbonnais. Il y a tellement de monde qui ont passé là. Le Richard Spinard a formé des pilotes. Il y avait un talent incroyable pour ça. Et puis on est allé à cette école-là. On avait de la visibilité, même à l'école Spinard-David. On avait de la visibilité en Formule 2000. La Formule Atlantique au Canada, c'était... ce qu'il y avait de plus fort, c'était même aussi fort. Il y avait autant de monde pour la Formule Atlantique au Grand Prix du Canada, presque qu'il y en avait pour la F1 le lendemain. Puis quand je me rappelle, j'avais gagné la course, tout le monde était debout, puis c'était comme gagner une course de Formule 1, tu sais. Puis aujourd'hui, ben c'est plus difficile. Il n'y a pas de pilote québécois avec un volant solide qui peut démontrer ce qu'il peut faire. Parce que si tu n'as pas un volant solide, tu ne pourras pas être en avant de toute façon. Malheureusement, il n'y en a pas d'équipe canadienne en Atlantique. Mais toutes les autres équipes, c'est des équipes soit sud-américaines ou américaines. Alors évidemment qu'ils vont aller voir qui s'est amusé dans leur cours là, les dernières années, puis ils vont essayer de donner une chance à ces gens-là. De toute évidence, l'état de santé des séries de monoplace en Amérique du Nord est inquiétant. L'Indy Lights n'existe plus. La Formule Atlantique n'est pas le tremplin qu'elle devrait être et les séries se situant à un plus bas niveau n'offrent pas aux pilotes le bagage nécessaire pour mener directement en kart ou en IRL. Devant cette situation, les jeunes pilotes d'ici qui désirent poursuivre leur carrière au-delà du karting ou de la Formule 1600 devraient-ils songer à s'exiler? Éventuellement, il faut qu'ils aillent courir à l'extérieur du Canada pour accumuler le kilométrage, accumuler l'expérience, pouvoir se frotter à d'autres pilotes de leur génération et même des plus âgés et faire preuve de leur talent. Et forcément, quand ils partent de Saint-Léonard-d'Aston comme Marc-Antoine, puis qu'ils s'en vont courir en Caroline du Nord, bien là, le commanditaire local dit « Ouais, mais tu ne courras pas au Grand Prix du Canada ou à Trois-Rivières, on ne te verra pas. » C'est là que ça devient difficile. Ça prend quelqu'un qui est prêt à miser sur vous pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Et qu'on regarde le nombre de pilotes brésiliens qui ont connu beaucoup de succès en Formule 1 au cours des 30 dernières années, ils ont tous dû s'exiler éventuellement, généralement très jeunes, que ce soit des Senna, des Fittipaldi, ils sont allés en Angleterre à un âge assez jeune, la plupart de ces bonhommes-là, et ont dû jouir d'un support qui venait du Brésil, même si leur carrière se déroulait loin des yeux des amateurs brésiliens.
Quelques pilotes québécois ont déjà tenté l'expérience de l'Europe. 4 d'entre eux ont disputé des saisons complètes dans différents championnats européens. Les regrettés Bertrand Faby et Stéphane Proulx, Christian Vandal et plus récemment Bertrand Godin. Originaire de Sainte-Hélène, Bertrand Godin a tenté l'expérience de l'Europe à 2 reprises. Après une fructueuse carrière en karting, il a réussi à décrocher un volant dans le championnat français de Formule Ford dans lequel il a couru pendant 3 saisons. En 1998, il a de nouveau tenté sa chance en Europe en Formule 3000 cette fois. Un budget limité ne lui a cependant pas permis de trouver un volant avec une écurie de premier plan, de sorte qu'il fut réduit à un rôle de figurant. Quand on est en 3000, à 600 000 de budget, vous avez une voiture de milieu de peloton. À 1,2 million, vous pouvez vous payer une voiture qui va vous permettre d'exprimer votre talent. À 600 000, Bertrand Godin avait l'argent qui lui permettait de montrer aux gens qu'il était capable de demeurer sur la piste. Mais il ne pouvait pas montrer aux gens son talent. Il pouvait juste montrer qu'il était capable de finir les courses quand l'écurie avait un moyen de changer les pièces au bon moment. Et ça, c'est toute la différence. Oui, aller en Europe, mais avec quel argent? Pour aller compétitionner en Europe, on a besoin d'au moins 250 000 $300 000 US pour faire la Formule Renault. On ne parle même pas de Formule 3, là. Peut-être Formule 3, bon, peut-être un demi-million canadien. Ça n'a jamais été facile de trouver ces montants-là ici. Alors, de là à dire que, bon, un Québécois peut partir parce qu'il a du talent, peut aller en Europe et puis se trouver des commandites pour le faire, il n'y a pas de mécène ou il n'y a pas de compagnie canadienne qui sont en mesure de démontrer un genre d'échelle où ils ont une succursale européenne qui pourra amener leurs pilotes. En Europe, ils prennent des pilotes pour aller en Formule 1 qui sont beaucoup plus jeunes, 19, 20, 21, 22 ans. Donc, il faudrait vraiment que le jeune déménage en Europe à l'âge de 11 ans, 12 ans, ce qui devient plus difficile. Je pense que la meilleure façon d'accéder est encore en Amérique du Nord. Puis si tu as les moyens de partir et d'aller en Europe, ben, tu es tout bien de prendre ces moyens-là et de partir et d'aller aux États-Unis. Je pense que tes chances de réussite sont plus grandes que d'aller en Europe. Moi, je me suis toujours dit que si c'était à recommencer, au moment où j'ai décidé de faire un pilote, je serais déménagé en Californie parce que c'est là que les équipes, à ce moment-là, étaient. Si on se tient au milieu de Montréal, il n'y en a pas d'équipe ici. Alors, on fait quoi? On fait juste cogner aux portes pour trouver de l'argent, mais on n'a pas grand-chose à vendre. T'sais. Alors, c'est important pour ces gars-là de vraiment s'expatrier, surtout si on n'a pas de filière. C'est la chose à faire, finalement. Il faut s'expatrier puis aller où sont les équipes et puis se mettre chum avec eux autres parce que s'il y a un jour, il y a une équipe qui a besoin de pilote pour faire du testing, pour remplacer un pilote qui est malade, tu es là, sur place, bien, tu as l'occasion. Ils ne viendront pas te chercher ici, ça c'est sûr. Si les avis sont partagés en ce qui a trait à l'exil comme solution pour la relève québécoise, la création d'une nouvelle filière semble faire l'unanimité. De l'avis général, il s'agit du levier par excellence pour aider les pilotes les plus talentueux à se rendre jusqu'au sommet de la pyramide. Une filière, c'est un peu une théorie des grands nombres. Plus vous avez de pilotes en développement, plus vous courez la chance de voir en émerger un éventuellement, un ou deux, qui pourront atteindre les plus grands sommets. D'un autre côté, je crois que ce serait défaitiste que de se dire autant que c'est souhaitable que ce soit d'avoir une filière, que si on n'a pas de filière, on n'aura plus de pilotes qui pourront émerger. Je pense au Brésil, où on a eu 3 champions du monde qui ont raflé à peu près 8 championnats, si je ne m'abuse, à eux 3, à des époques différentes encore. Fittipaldi, c'est une époque, Emerson. Nelson Piquet, c'est une autre époque. Ayrton Senna est une autre époque. Et encore là, il n'y a pas de filière comme telle. Il y a eu des appuis, il y a eu des soutiens. Cependant, il faut reconnaître aussi qu'une filière, ça a un effet phénoménal. Il y a une vingtaine d'années,
le tiers du plateau de Formule 1 était composé de pilotes français qui étaient, à toute fin utile, issus de la filière Elf. Évidemment aussi, il y a eu tout cet enchaînement filière Elf. Il y avait Renault déjà à l'époque avec la Formule Renault, l'école Winfield à Manicourt. Il y avait toute une infrastructure de sport automobile plus ou moins coordonnée, finalement, mais qui a quand même donné ce qu'on a vu. On a vu des plateaux avec des Jabouille, des Josso, des Pironi, des Alain Prost, et j'en passe. Donc, des bonhommes qui ont très, très bien fait dans ce championnat. Pendant 30 ans, la pétrolière française Elf a aidé un grand nombre de pilotes de l'Hexagone à poursuivre leur carrière en endurance comme en monoplace. Aujourd'hui, la France ne compte plus qu'un seul pilote en Formule 1 et la disparition de la filière Elf n'est pas étrangère à cette faible représentativité. Il y a trop de différences par rapport aux années 80, les années 70-80 et les années 90-2000, il y a une très grosse différence. Maintenant, c'est plus l'argent qui compte que le potentiel que tu as derrière le volant. Hein. Donc automatiquement, ça fait les chances de piloter dans de bonnes conditions en Formule 1 ou en kart beaucoup plus difficiles maintenant. Si la création d'une nouvelle filière est la solution souhaitée par tous, il faut cependant se poser la question. Qui pourrait prendre la relève de Players? Quelle entreprise, quelle corporation aurait intérêt à s'impliquer à fond en sport automobile? Et qui en a vraiment les moyens? Car il s'agit de gros souliers à chausser, considérant l'importance des montants investis par Players au cours des 10 dernières années. Players, c'est le sport automobile au Canada. Ça l'est depuis une quarantaine d'années d'ailleurs. Fait que je pense que c'est Players qui ont monté le sport automobile. C'est Players qui organisait le Grand Prix quand Gilles Villeneuve courait. Puis c'est Players qui a monté Jacques Villeneuve en Formule 1. Puis c'est Players qui a monté Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani, où ils sont aujourd'hui. Fait que c'est sûr que ça va faire mal. Je vois pas quel commanditaire au Canada pourrait investir et puis rouler une équipe compétitive comme on a cette année. Je ne crois pas qu'une entreprise puisse prendre nécessairement la relève de Players, mais peut-être que quelques entreprises à différents niveaux peuvent assurer une partie de cette relève-là, que ce soit en supportant des séries de courses automobiles à l'échelle québécoise ou canadienne, que ce soit aussi en supportant la carrière de pilote. Un pilote, des pilotes, c'est évident que des projets de l'envergure de celui de Players est aussi ambitieux que ce dans quoi il s'était embarqué au début des années 90. À recréer, ça prend des moyens colossaux, ça prend peut-être aussi des marges de profit phénoménales que peu d'entreprises ont. C'est surprenant que des compagnies comme Air Canada, Bombardier, les banques, quoi que ce soit, ne regardent pas ce que Players a établi, les retours de publicité qu'ils ont eu, l'exposure qu'ils ont démontré, avec finalement des investissements qui sont grands, mais c'est des investissements qui ont rapporté énormément. Alors, l'exemple a été établi, c'est pas comme il faut développer puis il faut imaginer, là. Ça s'est fait. Il faut simplement regarder ce qu'ils ont fait et puis voici les résultats, puis il me semble que c'est assez évident. Ce que je comprends pas, par exemple, c'est pourquoi des grosses corporations québécoises, comme par exemple Bombardier, ne soient pas impliquées directement. Ils l'ont fait, faut pas l'oublier, mais c'est le côté américain qui l'avait fait il y a quelques années, alors qu'ils ont commandité en partie l'Indy Light. Alors, c'était la division américaine qui voulait faire connaître, par exemple, ces motos marines et qui avait fait une étude pour s'apercevoir que les passionnés de course automobile aimaient bien, par exemple, tout ce qui s'appelle produits pour récréatifs motorisés, motoneige, motomarine ou ces choses-là. Alors, ils l'ont fait d'une certaine façon. Au Molson Indy de Montréal en 2002, Marc-Antoine Camiran et le jeune pilote anglo-québécois Chris Green ont bénéficié du soutien financier de Bombardier. Cette participation s'est toutefois limitée à une seule course dans la nouvelle série de monoplace Fran-Am. Un Bombardier et un Alcan peut décider d'aider un jeune talent canadien. Mais c'est comme un don. Parce que Alcan, à qui vend-il? Alcan, ses alumineries, puis son marché, il est international, il est planétaire. Il y a peut-être, j'y connais peu, mais il y a le marché d'Alcan, il y a peut-être
350 acheteurs dans le monde au niveau des grosses masses industrielles. C'est pas un marché de consommateurs, c'est un marché d'acheteurs, puis c'est un marché d'wholesalers, puis c'est un marché de courtiers, etc. Donc, pour lui, que Alcan soit sur une bagnole et que les médias les reprennent et qu'on attribue une valeur médiatique à l'exposition de la marque, il y a peu à gagner. Les entreprises comme Bombardier, ils sont familiers avec ce monde-là. Une Formule 1 moderne, en tout cas, ressemble de plus en plus à un appareil aéronautique, en quelque sorte, avec les matériaux composites, la présence de la fibre de carbone, la miniaturisation des composantes électroniques, toute la télémétrie, etc. Il y a certainement je pense, des transferts technologiques qui pourraient se faire, ou à tout le moins des échanges entre différents groupes. D'ailleurs, on a vu au fil des années des associations entre McLaren et British Aerospace. On a vu une association il y a quelques années entre l'équipe Prost et Dassault Systèmes. Dassault est un des principaux avionneurs français. Au cours des 10 années qu'aura duré son programme de développement des pilotes, c'est au-delà d'une centaine de millions de dollars qui auront été investis par Players. Si les grandes compagnies canadiennes et québécoises comme Bombardier et Alcan restent à l'écart, qui pourra investir de telles sommes? Au Québec, avons-nous les moyens de nos ambitions? On a l'expertise, on a les pilotes, on a le talent. Il manque toujours les compagnies qui sont inscrites sur les bandes de rings de hockey, sur les terrains de baseball, qui sont impliqués à ces sports-là, mais ils ne sont pas impliqués encore dans le sport motorisé. Je peux engager que sans filière, je ne vois pas, au moment où on se parle, qui est en mesure de monter jusqu'au top échelon du sport motorisé. En course automobile, le nerf de la guerre, on le sait, c'est l'argent. Sans le soutien financier d'un commanditaire, rien n'est possible. C'est donc là qu'est la clé. Il faut convaincre les entreprises des retombées qu'elles peuvent espérer en s'associant à un pilote de talent. Je me souviens en 1995, lorsque Jacques a gagné la course l'Indy 500, les retombées que nous avons, et j'oublie les chiffres, là, mais on parle de millions et de millions de dollars en retombées médiatiques pour la marque Players en une course, pour une course. Alors, je ne peux pas croire que ce potentiel et ces opportunités n'existent pas pour d'autres commanditaires. Quand Patrick Carpentier fait le front page d'un journal avec Players, vous savez que la première page d'un journal, là, elle n'est pas à vendre, hein? Vous ne pouvez pas l'acheter. Allez voir n'importe quel des grands quotidiens, puis dites, je vais acheter la première page, il n'y a personne qui va vous la vendre. Ça n'a pas de prix, ça. Et ça vaut cher. Donc, l'argent qu'on va investir versus ce qu'on va récolter en visibilité, en notoriété, en crédibilité, c'est là qu'une entreprise doit faire un calcul. Pour une entreprise québécoise, si elle veut miser sur un pilote québécois qui va courir aux États-Unis, il faut qu'en plus de la visibilité qu'elle obtiendra sur la voiture, il faut qu'il y ait toute une structure mise en place pour véhiculer les performances de ce pilote-là ici, que ce soit via une agence de relations publiques, que ce soit... Il faut vraiment pouvoir alimenter les médias d'ici afin que ceux-ci puissent se faire un peu les porte-parole de la bonne nouvelle. Parce que quand bien même que Marc-Antoine Camiran irait dominer le championnat américain de Le Mans, si avec l'appui d'une entreprise québécoise, si on n'entend pas parler ici, au-delà d'un sentiment d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire en aidant un jeune pilote local, elle n'y trouverait pas nécessairement son compte. Pour une entreprise, s'associer à un pilote en le commanditant ne se limite pas à s'en servir comme panneau publicitaire. Au contraire, l'entreprise pourra compter sur l'implication du pilote qu'elle soutient pour des fins de marketing, de relations publiques et même plus. On peut faire une comparaison avec une équipe, par exemple. Une équipe de travail peut être comparée à une équipe de course. Il faut tout le temps être ensemble, il faut tout le temps donner le maximum. Hey, go! De
de faire le parallèle entre le fait qu'un pilote et son équipe doivent absolument tout donner pour réussir à performer et que, bon, l'entreprise fait la même chose auprès de ses clients. Un pilote ne peut donc pas compter sur son seul talent pour se vendre. Il doit également être le candidat idéal pour représenter l'entreprise qui le soutient. Il en devient le porte-parole, voire le symbole. Il faut du charisme, du bagou, de l'entre-gens, mais aussi savoir parler en public et projeter une image de gagnant. Il faut savoir s'associer à des gagnants. Les Québécois aiment ça et c'est quelque chose qu'on devrait, d'après moi, beaucoup plus exploiter du côté des compagnies québécoises et canadiennes, comme on a fait Poste Canada peut-être avec Nicolas Fontaine en saut à ski, comme on le fait du côté de Renault Dépôt, par exemple, avec la skieuse Mélanie Turgeon. On aime s'associer à des gagnants, à des battants, comme on dit. Alors, pourquoi ne pas le faire avec un pilote de course automobile? Bien, c'est difficile à comprendre, surtout que les Québécois ont démontré au cours des dernières années qu'ils étaient vraiment des amateurs. Sans programme de développement de pilotes, sans structure qui permettrait à nos jeunes talents de prendre leur envol, le Québec donnera-t-il naissance à d'autres gagnants? Jacques Villeneuve aura-t-il été notre dernier champion du monde? Il faut encourager le sport au niveau de base qu'est le karting, parce que c'est certainement là qu'on prend la piqûre pour ce sport-là. De karting prolifèrent, mais éventuellement, il faut donner une chance à nos jeunes d'en sortir du karting pour pouvoir passer à une Formule 1600, pouvoir passer à une Formule 2000, qui puissent graduellement apprendre à maîtriser les différentes composantes, les différents paramètres de réglage que tu as sur une voiture. Tous les pilotes rêvent évidemment de connaître une ascension fulgurante qui les mènera au sommet le plus rapidement possible. Pour y arriver, il faut du talent, il faut de l'argent, mais il faut aussi être bien encadré. C'est le rôle du conseiller, de l'agent. L'Écossais Greg Pollock a été un rouage essentiel dans l'ascension de Jacques Villeneuve, comme l'a été l'Allemand Willy Weber pour les frères Schumacher. Or, c'est précisément ce qui manque au Québec. Un agent de la trempe de Pollock ou Weber qui connaît tous les rouages du monde des affaires et de la course automobile. Cette perle rare, on la cherche encore. Beaucoup pensent être capables de le faire. Il y a peut-être, sans doute, beaucoup de gens qui se croient les prochains Willy Weber et qui espèrent découvrir le prochain Schumacher. Certains, me dit-on, hantent les pistes de karting et se promènent avec des contrats en blanc et vouloir essayer de signer tout ce qui bouge et qui a 11 ans ou plus. En même temps, il faut aussi être conscient que si vous demandez à un agent, un gérant de miser gros sur vous, ce qu'a fait Willy Weber avec Michael Schumacher, il est normal par la suite que ce dernier s'attende à vous accompagner au cours de votre carrière. Alors ça aussi, c'est un élément qui, sans doute, manque chez nous. Ces personnes qui pourraient consacrer du temps à dénicher le talent à l'état brut et à le façonner, puis à les aider à progresser dans leur carrière. Nos espoirs québécois ne courent presque plus. En 2 saisons, Jean-François Veilleux a participé à une seule course et Marc-Antoine Camiran a pris part à 5 épreuves.
Seul Bruno Saint-Jacques a eu la chance de courir une saison complète en série Rolex Granham en 2001. Le meilleur de leur carrière est-il derrière eux? Seront-ils bientôt forcés à l'abandon? Et s'ils pouvaient retourner en arrière, referaient-ils les mêmes choix? Choisiraient-ils la même route? Sans aucun doute que je referais exactement le même choix. Je pense que c'est un choix de passion et d'un en partant. J'ai eu mon père qui m'a amené aux courses parce que lui courait lui-même. J'ai grandi là-dedans, puis ça en est devenu une passion, puis définitivement que je changerais ça pour rien d'autre. Évidemment, c'est peut-être pas nécessairement la carrière que je vais pouvoir développer au courant des années parce qu'il vient un temps où ça devient difficile, il faut passer à un autre choix de carrière. Mais ça vaut la peine d'essayer, puis je suis content de l'avoir essayé. J'ai jamais voulu faire d'autres choses dans ma vie. J'ai fait toutes les étapes. J'étais à la bonne place au bon moment jusqu'à ce que Players parte. Alexandre Tagliani montait en Indy, puis c'était 99,9% des chances que c'est sûrement qu'il prenne sa place en Formule Atlantique. C'est un coup de dé qui a mal tourné à ma faveur. Je ne changerais absolument rien. Pourquoi? Parce que ma philosophie, quand j'étais jeune, puis d'une certaine façon, je suis content d'avoir eu cette façon de penser-là, c'était que je veux pas arriver à 40 ans et avoir des regrets. Et là, j'ai absolument aucun regret. Je pense que ma plus grosse victoire, ça a été d'être capable d'amasser le financement en 99 pour faire une saison complète d'Atlantique, sans l'aide, aucune aide corporative, et juste par l'engouement de certaines gens qui ont su amener plusieurs de leurs amis, d'une certaine façon, à me supporter, puis on a passé proche. Alors, est-ce que ces jeunes hommes se trouveront un volant? Est-ce que les essais que Bruno Saint-Jacques a fait la semaine dernière en Italie en Formule 3000, est-ce que ce sera concluant? Est-ce qu'une compagnie importante voudra s'associer et créer une filière pour le sport automobile canadien? Alors, beaucoup de questions. C'est un dossier, bien sûr, qui sera à suivre.